Pinocchio. Il y a plus de 100 ans, vivait en Italie un menuisier qui s'appelait Geppetto. Il était très pauvre et n'avait pas de famille. Ses voisins avaient beau être très gentils pour lui, il se sentait bien seul. Comme il aurait aimé avoir un fils. Ce jour-là, Geppetto avait décidé de fabriquer un pied de table. Il choisit un morceau de bois tout ordinaire, une de ces bûches qui brûlent si bien dans les cheminées. Il prit sa hache la mieux aiguisée et se mit à tailler le bois. Mais au moment où il levait son outil, il entendit une toute petite voix qui suppliait « Pas trop fort, s'il te plaît !» Imaginez la surprise du vieil homme. Il examina la bûche, regarda autour de lui et alla même ouvrir la porte pour jeter un coup d'œil dehors. Il n'y avait personne. Geppetto se remit alors au travail, mais en faisant bien attention à ne pas frapper trop fort. Il retira l'écorce de la bûche, puis commença à détacher les copeaux de bois. Aussitôt, il entendit la même petite voix qui gémissait « Arrête, arrête, tu me chatouilles !» Geppetto lâcha sa hache et resta le bras en l'air, comme s'il venait d'être frappé par la foudre. Il écarquilla les yeux, se gratta la tête, se frotta le menton, pianota sur la table, se croisa et décroisa les jambes, et finalement mit sa pipe en bouche. Il contempla le morceau de bois et trouva que, ainsi taillé, il ressemblait plus à un pantin qu'à un pied de table. « Quelle bonne idée, pensa-t-il. Si je me fabriquais un pantin si parfait qu'il ressemblerait à un petit garçon, je ne serais plus seul. » Geppetto se remit au travail en sifflotant gaiement. « Je vais l'appeler Pinocchio, décida-t-il. C'est un joli nom, il lui portera chance. » Geppetto sculpta les cheveux du pantin, puis le front, puis les yeux, puis le nez. Mais voilà que ce nez se mit à s'allonger et s'allonger encore. Le pauvre Geppetto essaya de le raboter, mais plus il le taillait, plus le nez du pantin s'allongeait. Le vieil homme n'y comprenait rien. Découragé, Geppetto se mit à façonner la bouche. À peine celle-ci était-elle terminée, qu'elle se mit à rire et à chanter. « Vas-tu t'arrêter de rire ?» gronda Geppetto. Le pantin cessa de rire, mais il tira la langue. Geppetto commençait à avoir peur. Mais il fit comme si de rien n'était et tailla le corps de la marionnette. Il fit le menton, le cou, les épaules, la poitrine et les bras. Puis, il sculpta une main. Aussitôt, celle-ci tira sans douceur la moustache du vieux. « Petit fripon !» s'exclama Geppetto. « Tu n'es pas encore terminé et déjà tu me fais des misères. Pourquoi donc es-tu si cruel avec ton pauvre père, méchant Pinocchio ?» Geppetto en avait les larmes aux yeux. Le fils qu'il se fabriquait lui-même était un vilain garnement. Il se remit malgré tout au travail et ajouta au pantin 2 jambes et 2 pieds. Puis, il prit Pinocchio sous le bras, le posa sur le parquet et l'aida à marcher, car la poupée avait les jambes engourdies. Peu à peu, le petit pantin se mit à marcher tout seul et à sauter. Enfin, il courut vers la porte et s'enfuit. « Arrêtez-le, arrêtez-le » cria Geppetto. Le vieil homme s'efforçait de rattraper son pantin et l'appelait désespérément, mais Pinocchio bondissait comme une chèvre. Les gens riaient tellement de le voir qu'il ne pouvait plus bouger. Par chance, un gendarme arriva en entendant le tapage et attrapa le pantin par le bout de son long nez, juste au moment où il allait lui filer entre les jambes. Le gendarme remit Pinocchio entre les mains du pauvre Geppetto, tout essoufflé. Le vieux menuisier était furieux. Il tira l'oreille de Pinocchio en criant « Attends un peu que nous soyons rentrés à la maison. Tu vas voir ce qui arrive au vilain garçon. » Pinocchio se débattit comme un beau diable et finit par tomber par terre en sanglotant d'un air pitoyable. Les gens qui assistaient à la scène supplièrent le gendarme de le protéger. « Pauvre pantin, Geppetto va le tuer !» disait-il. Si bien que le gendarme arrêta Geppetto et lui fit passer la nuit au cachot. Pendant ce temps, Pinocchio, libre comme l'air,
dansait dans les rues, courait dans les champs et s'amusait follement. Quand la nuit fut venue, il rentra dans l'atelier de Geppetto et s'assit dans le fauteuil du vieil homme. Dehors, un vent froid venait de se lever, mais dans l'atelier brûlait un bon feu. Cependant, Pinocchio n'était pas seul dans la pièce. Brusquement, il entendit un grincement bizarre. « Qui est là ?» demanda le pantin. « C'est moi, » entendit-il. En se retournant, Pinocchio vit sur le mur un gros grillon. « Je suis le grillon bavard. Il y a plus de 100 ans que j'habite ici, » déclara l'insecte. « Et alors ?» répliqua Pinocchio. « À présent, c'est chez moi ici. Va-t'en !» Le grillon ne sembla nullement impressionné. « Je ne partirai pas avant de t'avoir enseigné une grande vérité, dit-il. Les enfants qui font souffrir leurs parents n'arrivent à rien de bon dans la vie. Tôt ou tard, ils le regrettent amèrement. » Ces paroles mirent Pinocchio hors de lui. « Vas-tu te taire, vieux grillon de malheur? Va-t'en, te dis-je » Mais le grillon fit celui qui n'avait pas entendu. « Pauvre Pinocchio, continua-t-il, tu me fais pitié. Tu ne possèdes qu'une caboche de bois, et je t'assure que tout cela finira mal. » Le pantin, furieux, saisit alors le maillet de Geppetto et se précipita sur le grillon. Il n'avait peut-être pas eu l'intention de lui faire du mal, mais le maillet frappa la petite bête sur la tête, et le grillon tomba sur le sol. « Au moins tu ne parleras plus !» dit Pinocchio, et il essaya de s'endormir. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il commença à sentir son estomac torturé par la faim. Alors il chercha quelque chose à manger. Il fouilla l'atelier de fond en comble. Pas le moindre petit reste, pas la moindre miette à se mettre sous la dent. Pinocchio allait renoncer quand il aperçut un œuf dans un coin. Vite, il le cassa sur le bord d'une poêle et un poussin s'envola en pépillant. « Merci, merci Pinocchio !» À présent, Pinocchio avait d'horribles crampes d'estomac. Il courut dans les rues désertes et chercha partout, même dans les poubelles. Mais il ne trouva rien. Finalement, il se décida à frapper à la porte d'un voisin. Mais l'homme, furieux d'avoir été dérangé dans son sommeil, lui versa un grand seau d'eau sur la tête. Pinocchio, trempé et tout penaud, rentra dans l'atelier. Il s'effondra dans le fauteuil et posa ses pieds près du feu pour se réchauffer un peu. Il ne tarda pas à s'endormir. Mais, peu à peu, ses pieds de bois se mirent à brûler, de sorte que le lendemain matin, il ne pouvait même plus se tenir debout. Quand Geppetto rentra, furieux d'avoir passé la nuit en prison, il vit le pauvre Pinocchio qui rampait sur le sol. Il en eut le cœur brisé. Il lui donna la poire qu'il venait de s'acheter pour son petit déjeuner, assit le pantin sur son établi et lui refit 2 jolis pieds. Après quoi, le menuisier tailla des vêtements pour son fils. Une chemise et un pantalon de papier et un chapeau en plâtre. « Oh papa, mon cher papa !» s'écria Pinocchio en sautant au cou de Geppetto. « J'étais bien méchant hier, mais je suis décidé à devenir sage. » Geppetto cajola longuement son petit pantin, puis il dit « Si tu le veux vraiment, Pinocchio, il faudra que tu ailles à l'école et que tu travailles beaucoup. »« Oui, oui !» s'écria Pinocchio, « je te promets que je vais bien travailler. » Pinocchio au théâtre de marionnettes. Pinocchio avait promis à Geppetto d'être un bon pantin et d'aller sagement à l'école. Mais il lui fallait un livre de lecture et le menuisier était si pauvre qu'il n'avait pas les moyens de lui en acheter un. Geppetto retourna ses poches l'une après l'autre, puis il regarda dans la vieille boîte rouillée posée sur son établi. Mais il ne trouva d'argent nulle part. Alors, il enfila son manteau en soupirant et sortit. « Attends-moi ici, Pinocchio, dit-il, et il disparut au coin de la rue. Un instant plus tard, il revint avec un livre, mais sans son manteau. Il avait échangé celui-ci contre le livre. Pinocchio sauta au cou de son père et l'embrassa. Puis il se mit joyeusement en route
pour aller à l'école. Aujourd'hui, se disait Pinocchio, j'apprends à lire, puis demain à écrire, après-demain à compter, et quand je saurai tout cela, je pourrai gagner beaucoup d'argent et acheter le plus beau des manteaux pour mon père. Pinocchio était plein de bonnes intentions, jusqu'au moment où il entendit au loin des tambours et des trompettes. La musique venait d'une baraque aux vives couleurs, au fronton de laquelle une grande enseigne portait ces mots « Théâtre de marionnettes ». À l'entrée, un homme battait du tambour pour annoncer le début de la représentation. Les gens se pressaient pour pénétrer dans la salle. Pinocchio ne résista pas et se joignit à la foule. « Combien coûte l'entrée » demanda le pantin. « 2 sous seulement. » 3 secondes suffirent à Pinocchio pour vendre son livre de lecture à un marchand ambulant, acheter un billet et se précipiter dans la salle. Quelle joie de voir apparaître les acteurs sur la scène. C'étaient Arlequin et Polichinelle qui se disputaient selon leur habitude et se rossaient à grands coups de bâton. Les spectateurs riaient à perdre haleine. Soudain, Polichinelle aperçut Pinocchio. « Voilà un petit frère » cria-t-il. « Qu'il vienne donc avec nous !» Pinocchio, ravi, se leva d'un bond et sauta sur la scène. Quel spectacle! Les marionnettes l'embrassèrent, le serrèrent dans leurs bras, le bourrèrent de claques amicales et le portèrent en triomphe. Mais les spectateurs étaient furieux. « Nous voulons la pièce! La pièce !» hurlaient-ils tous dans un vacarme épouvantable. Soudain, le silence se fit. Le directeur du théâtre, un géant à l'air féroce, avec une longue barbe noire et des yeux comme des charbons ardents, fit irruption sur la scène. Il s'appelait Mangefeu et tenait entre ses mains un horrible fouet fait de peau de serpent et de queue de renard. « Pourquoi es-tu venu mettre le désordre dans mon théâtre » bréa-t-il en saisissant Pinocchio et en le jetant dans les coulisses. Puis la pièce reprit. À la fin, Mangefeu appela Polichinelle. « Va me chercher ce pantin et jette-le au feu » ordonna-t-il. « Il me faut un bon feu pour ma grillade du dîner. Et il a l'air fait d'un bois bien sec. » On lui apporta Pinocchio. Terrifié, celui-ci criait qu'il ne voulait pas mourir. Mangefeu avait l'air effrayant, mais ce n'était pas un mauvais homme. Soudain, il éternua. C'était le signe qu'il était très ému. « Allons, libère-le, et jette Arlequin au feu à sa place. » Immédiatement, 2 soldats marionnettes se saisirent d'Arlequin et l'emportèrent vers les flammes. Ce dernier avait si peur que les jambes lui manquèrent et qu'il tomba par terre. Devant ce triste spectacle, Pinocchio se jeta lui-même aux pieds du directeur. « Pitié, pitié, monsieur Mangefeu, pardonnez à ce courageux Arlequin qui ne vous a fait aucun mal. »« Impossible. Le feu est déjà presque éteint et je veux ma grillade. » « Dans ce cas, dit Pinocchio, je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas juste qu'Arlequin meure pour moi. Soldats, attachez-moi et jetez-moi au feu. » À ces mots, toutes les marionnettes éclatèrent en sanglots. Comme Pinocchio était bon. Mais soudain, un bruit assourdissant résonna dans la salle. Mangefeu éternuait de nouveau, et pas une fois, mais 3 fois de suite. Puis il prit Pinocchio dans ses bras. « Tu es un brave garçon. Arlequin est libre. Ce soir, je me résignerai à manger ma grillade à moitié cuite. » Prenant Pinocchio sur ses genoux, il lui demanda qui il était. Lorsqu'il apprit que Geppetto n'était qu'un pauvre menuisier, il se remit à éternuer. « Tiens, prends ces 5 pièces d'or et donne-les à ton père. Et dis-lui de mieux te surveiller à l'avenir. Allez, rentre chez toi, avant que je ne change d'avis. » Quand il quitta le théâtre, Pinocchio était au comble du bonheur. Non seulement il pouvait acheter un nouveau livre de lecture, mais il pouvait offrir un manteau neuf à Geppetto. Il sifflait gaiement sur le chemin du retour et à chaque pas, jetait une pièce d'or en l'air et la rattrapait.
Au bout d'un moment, il rencontra un renard boiteux et un chat aveugle qui s'en allaient clopin-clopin. Le renard s'appuyait à l'épaule du chat et le guidait. « Bonjour !» fit le renard très poliment. « Bonjour, monsieur le renard !» répondit Pinocchio, tout en lançant négligemment une pièce d'or en l'air. Aussitôt, la patte boiteuse du renard se redressa, les yeux aveugles du chat brillèrent comme deux éclairs. Mais Pinocchio ne s'aperçut de rien et lança une autre pièce. « Eh bien, dit le renard, tandis qu'ils cheminaient ensemble, quelle fortune tu as! Comment comptes-tu la dépenser? » « D'abord, je vais offrir un nouveau manteau à mon cher père. Ensuite, j'achèterai un livre de lecture pour moi, car je vais aller à l'école pour devenir un bon garçon. »« Quelle erreur !» s'exclama le renard. « Regarde-moi! Après des années d'études, j'ai perdu l'usage de ma patte droite. »« Et moi, dit le chat, pour avoir trop étudié, je suis devenu aveugle. » À cet instant, un merle perché sur une haie siffla. « Pinocchio, n'écoute pas ces vilains menteurs !» Mais à peine avait-il fini que le chat bondit sur l'oiseau et l'avala d'un seul coup. Pinocchio était à mi-chemin de chez lui quand le renard s'arrêta brusquement. « Aimerais-tu doubler ta fortune ?» lui demanda-t-il. Naturellement, la proposition intéressait Pinocchio, surtout quand le chat lui eut expliqué que ce n'était là qu'un jeu d'enfant. En connaissant la recette, on pouvait très facilement transformer 5 pièces d'or en 500 ou même 5000. « La seule chose à faire, poursuivit le chat, est d'enterrer ta fortune dans le champ des miracles. Tu l'arroses, tu jettes une pincée de sel et tu attends 2 heures. Et alors, que trouves-tu? Ton argent a fait germer un arbre magnifique, couvert de centaines de pièces d'or toutes neuves. » À l'instant même, Pinocchio oublia complètement ses bonnes résolutions. Il ne pensait plus qu'au champ des miracles. Il devait y aller. Pinocchio et le champ des miracles. Pinocchio marcha jusqu'au coucher du soleil avec ses 2 nouveaux compagnons, le renard et le chat. Enfin, ils arrivèrent à une auberge. « Arrêtons-nous ici, dit le renard, et mangeons un morceau. Nous irons ensuite conduire notre ami au champ des miracles. » Lorsqu'ils furent attablés, le chat et le renard se plaignirent de ne pas avoir le moindre appétit. Le chat ne put engloutir que 35 assiettes de poisson et 4 de tripes. Quant au renard, il s'attaqua à une douzaine de perdrix, 6 lapins et un lièvre. Pinocchio, lui, ne put vraiment rien avaler. Il ne pensait qu'au trésor du champ des miracles. Après le repas, le renard demanda 3 chambres et tous allèrent dormir, en recommandant à l'aubergiste de les réveiller à minuit. Mais lorsque ce dernier vint chercher Pinocchio, il dit « Le renard et le chat ont dû partir plus tôt, ils vous retrouveront à l'aube au champ des miracles. Avant de partir, n'oubliez pas de me payer. » Pinocchio donna une de ses 5 pièces d'or, puis il se mit en route. La nuit était sombre. Des nuages noirs cachaient les étoiles. Pinocchio siffla pour se donner du courage. Mais lorsqu'il pénétra dans la forêt, il entendit un froissement de feuilles derrière lui. 2 hommes en noir le guettaient dans l'obscurité. Comme les brigands étaient sur le point de le saisir, Pinocchio mit vite ses 4 pièces d'or dans sa bouche et grimpa dans un arbre. Mais quand il regarda en bas, il vit que les brigands y mettaient le feu. Pinocchio sauta alors à terre et fila à toute vitesse. Il franchit un large fossé, puis se retourna dans l'espoir de voir les voleurs y tomber. Hélas, ceux-ci en sortirent aussitôt et reprirent leur poursuite. Pinocchio n'en pouvait plus. Soudain, il aperçut une petite maison. Mais au moment où il allait frapper à la porte, il se sentit saisi à la gorge et entendit une voix caverneuse qui disait « La bourse ou la vie ?» Pinocchio fit non de la tête. « Vite, ou tu vas mourir.
Non! Oh non! Cria le pauvre pantin, tandis que les pièces d'or cliquetaient dans sa bouche. Tricheur! L'argent est sous ta langue! On va te le faire cracher! Avec un horrible ricanement, le plus grand des deux brigands sortit une corde de dessous son manteau et la passa autour du cou de Pinocchio. Une seconde plus tard, le pauvre pantin était pendu à un arbre. Puis, les deux brigands déguerpirent en criant « Nous reviendrons demain, quand tu seras mort, la langue pendante !» Heureusement, la maison où Pinocchio avait voulu se réfugier était habitée par une fée. Celle-ci avait tout vu de sa fenêtre. Dès que les malfaiteurs furent loin, la fée envoya son carrosse, conduit par un caniche et tiré par 200 souris, chercher le corps inanimé du pauvre pantin. 3 médecins furent appelés à son chevet. Un hibou, un corbeau et le grillon. C'est sa voix que Pinocchio entendit en retrouvant ses esprits. « Je connais ce pantin. C'est un chenapan, un bon à rien, un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père. » Pinocchio éclata en sanglots. Mais le bruit de ses pleurs rassura les médecins. « Quand un mort pleure, dit le hibou d'un ton solennel, cela indique qu'il va beaucoup mieux. Nous pouvons partir. » Cependant, Pinocchio avait encore de la fièvre. La fée lui prépara un remède. Mais comme la potion était amère, le pantin refusa de la boire. Et quand la fée lui eut donné un sucre pour la rendre meilleure, il croqua le sucre et refusa le médicament. Alors la porte s'ouvrit et 4 petits lapins noirs pénétrèrent dans la chambre, portant un cercueil pour Pinocchio. « Nous sommes venus te chercher !» déclara le premier lapin. « Me chercher ?» gémit Pinocchio. « Mais je ne suis pas mort. Fée, oh fée, donne-moi le médicament s'il te plaît. » Et Pinocchio avala la potion. Peu de temps après, le pantin était tout à fait guéri. Il raconta toute son histoire à la fée et se vanta d'avoir su cacher les pièces d'or sous sa langue. « Mais où est cet or maintenant ?» interrogea la fée. « Je l'ai perdu, » répondit Pinocchio. Mais il mentait. À l'instant même, son nez se mit à s'allonger. « Et où exactement l'as-tu perdu ?»« Dans les bois. » Et son nez s'allongea encore plus. « Non, je m'en souviens, je ne l'ai pas perdu, je l'ai avalé. » À ce troisième mensonge, le nez de Pinocchio devint si long que s'il se tournait vers la droite, il heurtait l'armoire, et s'il se tournait vers la gauche, il risquait de casser le carreau de la fenêtre. « Tu mens, Pinocchio », lui reprocha la fée en souriant. Et elle lui expliqua que, à chacun de ses mensonges, son nez s'allongerait un peu plus. Le pauvre Pinocchio était si malheureux que la fée eut pitié de lui et fit venir une famille de pivers qui eurent vite fait de ramener à coups de bec le nez du pantin à sa taille normale. « Tu es une très gentille fée, » lui déclara Pinocchio, « et je t'aime beaucoup. »« Moi aussi je t'aime, Pinocchio, et je veillerai toujours sur toi. Maintenant, oublie le chant des miracles et rentre chez toi. Ton père Geppetto se meurt d'inquiétude à ton sujet. » Pinocchio embrassa la fée, la remercia et partit par les bois. Mais juste au moment où il passait devant l'arbre auquel les brigands l'avaient pendu, qui rencontra-t-il? Le renard et le chat. « Mais c'est notre cher Pinocchio !» s'écria le renard. « Que fais-tu ici ?»« Où étais-tu caché ?» demanda le chat. Pinocchio leur raconta ses aventures. Les deux animaux parurent surpris. Quelle triste histoire! Mais ils allaient l'aider. Vous devinez la suite. En un instant, Pinocchio oublia la bonne fée et repartit pour le chant des miracles avec le renard et le chat.
Après avoir marché une demi-journée, ils arrivèrent dans la ville d'Atrapnigo, dont les rues étaient peuplées de centaines de mendiants. Et 1 kilomètre plus loin, ils atteignirent un champ tout pareil aux autres. « Enfin, nous y voilà !» haleta le renard. « Maintenant, agenouille-toi et creuse un petit trou. Voilà. Mets-y tes pièces d'or, saupoudre-les d'une pincée de sel et recouvre le tout. »« Est-ce là tout ce que je dois faire ?» demanda Pinocchio. « Arrose seulement d'un peu d'eau. Bien, partons maintenant. Quand tu reviendras dans 2 heures, tu trouveras un arbre sorti de terre, croulant sous le poids de l'or. » Pinocchio ne savait comment remercier ses amis. Il aurait voulu qu'ils attendent avec lui et prennent leur part des pièces d'or en récompense de leur aide, mais le chat ne voulait pas en entendre parler. Pinocchio reprit le chemin d'Atrapnigo et surveilla l'heure à l'horloge de l'église. Lorsque les 2 heures furent presque écoulées, il se précipita pour aller chercher son or. Mais, en entrant dans le champ, il ne vit rien. Absolument rien. Le cœur serré, Pinocchio courut à l'endroit où il avait enterré son or. Le trou était ouvert et il était vide. Il entendit alors un éclat de rire venant d'un arbre derrière lui. Se retournant, Pinocchio vit un gros perroquet qui lissait ses plumes. « Ah, quel nigaud tu es! J'ai failli mourir de rire en te voyant planter cet or. Le renard et le chat sont revenus en ton absence. Ils ont ramassé les pièces d'or et filé comme le vent. » Pinocchio retourna en courant à Atrapnigo et alla tout droit demander justice au tribunal. Le juge était un vieux singe. Il écouta Pinocchio accuser le chat et le renard d'escroquerie et de vol. Puis, il frappa la table de son maillet et rendit son verdict. « Tu es un nigaud, et les nigauds doivent être enfermés. Étant donné que tu as, par ta bêtise, perdu 4 pièces d'or, tu vas aller au cachot et tu y resteras 4 mois. » Pinocchio et la fée. Après 4 mois passés dans la prison de la cité d'Atrapnigo, Pinocchio fut enfin libéré. Dès qu'il eut recouvré sa liberté, il n'eut plus qu'une idée. Aller revoir son ami la fée, puis rentrer vite à la maison, chez son père Geppetto. Il avait beaucoup plu et le chemin était boueux. Mais Pinocchio gambadait joyeusement. Soudain, la route se trouva barrée par un énorme serpent aux yeux de feu, dont la queue pointue crachait de la fumée. Épouvanté, Pinocchio n'osa pas passer. Il s'éloigna et attendit que le serpent s'en aille à ses affaires. Mais celui-ci restait là, le fixant de ses yeux de braise. Pour finir, Pinocchio prit son courage à 2 mains, s'approcha du serpent et lui demanda bien poliment de le laisser passer. À sa grande surprise, le monstre se coucha et ferma les yeux. Sa queue cessa même de fumer. « Il doit être mort » pensa Pinocchio en essayant de sauter par-dessus son corps. Mais juste à cet instant, le serpent se redressa violemment. Pinocchio fut projeté en arrière et tomba la tête la première dans la boue. En voyant le pantin gigoter les pieds en l'air et la tête en bas, le serpent se mit à rire tant et tant qu'il en éclata. Cette fois, le monstre était vraiment mort. Pinocchio se releva, l'enjamba et s'enfuit en courant. Après une telle émotion, il ressentit une faim terrible. Lorsqu'il aperçut une vigne au bord d'un champ, il escalada la clôture pour cueillir quelques grappes. Quelle erreur! Au moment où il tendait la main, les mâchoires d'un horrible piège métallique se refermèrent sur ses jambes. Le pauvre Pinocchio cria, hurla des heures durant, mais personne ne vint. Enfin, un fermier s'approcha. « Eh bien, qu'avons-nous attrapé ?» dit-il.
Ah, c'est toi qui emportes mes poulets? Moi qui croyais que c'était les fouines. Oh non, ce n'est pas moi, cria Pinocchio. Je voulais seulement cueillir un peu de raisin. Qui dérobe du raisin est bien capable de voler des poulets? Pour ta peine, je t'emmène chez moi. Mon chien de garde est mort ce matin, tu vas le remplacer. Et au grand désespoir de Pinocchio, le fermier lui passa autour du cou un lourd collier et l'enchaîna à la niche. Si tu entends des voleurs, aboie aussitôt, compris? Sur ces paroles, le fermier alla se coucher. Le pauvre petit pantin s'étendit sur la paille. Comme il était malheureux, à force de pleurer, il finit par s'endormir. Mais bientôt, il fut réveillé par des bruits étranges. Là, juste devant la ferme, se tenaient 4 grosses fouines. L'une d'elles s'avança vers la niche sur la pointe des pattes et dit à voix basse: « Bonsoir, Ménélas. »« Je ne suis pas Ménélas, il est mort. Je suis un petit pantin puni. »« Aucune importance. Nous ferons avec toi le même marché qu'avec Ménélas. Tu restes tranquille et tu nous laisses emporter 8 poulets chaque semaine. Il y en aura chaque fois un pour toi, d'accord ? » Mais avant que Pinocchio ait pu en dire plus, les fouines avaient ouvert la porte du poulailler et s'y étaient glissées. Rapide comme l'éclair, Pinocchio claqua alors la porte derrière elle, la cala avec une grosse pierre et se mit à aboyer de son dos. En l'entendant, le fermier accourut avec son fusil, attrapa les 4 fouines et les fourra prestement dans un sac. « Enfin, je vous tiens, sale voleuse! Vous allez passer la casserole. Et toi, dit-il à Pinocchio, tu es un brave garçon. » Le fermier était si satisfait de Pinocchio qu'il le libéra. Le pantin prit ses jambes à son cou et ne cessa de courir qu'en pénétrant dans la forêt où habitait son ami la fée, ou plutôt où elle avait habité. Car, à la place de sa maison, il y avait une dalle de marbre sur laquelle était gravée cette inscription: « Si gît la fée qui mourut de chagrin, parce que Pinocchio était un méchant pantin. » Lorsque Pinocchio vit la dalle, il crut que son cœur allait se briser. Il s'effondra sur le sol et éclata en pleurs. « Pauvre fée !» sanglotait le pantin. « Pourquoi es-tu morte? Tout est de ma faute. J'aurais dû t'écouter au lieu de suivre ce maudit renard. Et mon pauvre papa, qu'est-il devenu? Oh, chère fée, je t'en prie, revis! Ne me laisse pas seul! » À ce moment, passa un énorme pigeon. Il interpella le pantin. « Est-ce toi, Pinocchio? Je t'ai cherché partout. » Et avant que Pinocchio ait eu le temps de lui répondre, le gros oiseau se posa juste à côté de lui. « Il faut que tu viennes vite avec moi. Ton père est sur le point de s'embarquer. Il y a si longtemps que tu as disparu qu'il te croit parti sur un autre continent. Il s'est construit un bateau pour traverser l'océan et tenter de te retrouver. » Pinocchio sauta aussitôt sur le dos du pigeon qui s'envola très haut par-dessus les nuages. Le pantin avait si peur de tomber qu'il se cramponnait de toutes ses forces au cou de l'oiseau. Ils volèrent ainsi toute la journée et toute la nuit. Le lendemain matin, le pigeon déposa Pinocchio au bord de la mer, puis il s'envola à nouveau. Sur le rivage, une foule de gens criaient et gesticulaient. « Que se passe-t-il » leur demanda Pinocchio. « C'est un pauvre père qui s'est embarqué sur un bateau minuscule à la recherche de son fils. Mais la tempête s'élève, il va sûrement se noyer dans les flots. » Pinocchio grimpa sur un rocher et regarda la mer. Il reconnut son père de loin. Geppetto, lui aussi, dut voir Pinocchio car il lui fit de grands gestes, mais il ne pouvait s'approcher du rivage. « Papa, je viens !» hurla Pinocchio. « Je vais te sauver !» Brusquement, une vague terrible submergea le frêle esquif et l'on ne vit plus rien. Sans hésiter, Pinocchio plongea de son rocher dans la mer furieuse. Il nagea toute la nuit,
Il pleuvait à torrents, il grêlait, il tonnait, les éclairs traversaient le ciel. Le pantin était ballotté par les flots, mais il ne voyait toujours pas Geppetto. Enfin, une énorme vague le rejeta sur le rivage sablonneux. Pinocchio, épuisé, resta étendu sur la plage. Peu à peu, le ciel s'éclaircit et la tempête se calma. Le pantin étendit ses vêtements au soleil pour les faire sécher et resta assis sur un rocher, observant la mer dans l'espoir d'y découvrir le petit bateau de Geppetto. Soudain, il aperçut un gros poisson qui nageait non loin du rivage. « Hé, monsieur le poisson !» cria-t-il. « Oui, jeune homme, » répondit le poisson, un dauphin fort aimable. « N'auriez-vous pas rencontré un petit bateau avec mon papa dedans ?»« Malheur !» s'écria le dauphin. « C'était ton père ?» Pendant la tempête, lui et son bateau ont été avalés par un énorme requin. J'ai bien peur que tu ne le revoies plus jamais. Cela dit, il s'en alla tristement. Pauvre petit Pinocchio. Il avait perdu son ami la fée, et voilà qu'il perdait aussi son père. Il se rhabilla, et le cœur aussi lourd que du plomb, quitta la plage en suivant un petit sentier. Après 1 heure de marche, il arriva au pays des abeilles laborieuses. Les rues étaient pleines de gens qui couraient de ci, de là à leurs affaires. Tout le monde était très occupé. « Ce pays n'est pas fait pour moi, » se dit Pinocchio. « Je déteste travailler. » Mais comme il avait très soif, il demanda à boire à une jeune femme qui transportait 2 seaux d'eau. En échange, celle-ci lui proposa de l'aider. « Si tu m'aides à porter ces seaux, je te donnerai un peu de ragoût et du pain, et même un peu de gâteau au sirop, » ajouta-t-elle. « D'accord, » déclara Pinocchio. « Je porterai le plus petit jusque chez vous. » Le seau était petit, mais il était très lourd, et le pauvre Pinocchio eut bien de la peine à le soulever. Quand ils furent arrivés chez elle, la jeune femme servit au pantin du ragoût, du pain et du gâteau, ainsi qu'elle l'avait promis. Pinocchio avala le tout avec délice, comme s'il n'avait rien mangé depuis 6 mois au moins. Lorsqu'ils furent rassasiés, il leva la tête pour regarder la jeune femme et la remercier. Et là, devant lui, il vit celle qu'il croyait ne plus jamais revoir. « Oh, ma fée, c'est toi! Tu es vivante? J'ai cru que je t'avais perdue pour toujours, comme mon papa. J'ai été bien malheureux. Si tu savais comme j'ai pleuré. » Et Pinocchio se jeta à ses pieds et embrassa ses genoux. « Moi aussi, je suis heureuse de te revoir, Pinocchio. Veux-tu rester avec moi maintenant, comme un bon petit garçon ?»« Oui, je te le promets, » répondit gravement le pantin. Pinocchio et la promesse de la fée. Pinocchio était installé joyeusement dans la maison de la fée, au pays des abeilles laborieuses. Mais quelque chose le tracassait, et il en parla à son ami. « J'en ai assez d'être un pantin, » dit-il. « Je voudrais être un vrai petit garçon et grandir pour devenir un homme comme les autres. »« Ah, cela ne sera pas facile, » répondit la fée. « Les pantins ne grandissent pas. Si tu es très sage, il pourrait y avoir une exception pour toi. Mais il faudra que tu le mérites. Plus de mensonges, ni de paresse. Tu devras aller en classe et travailler dur. »« Tu veux dire que je pourrais devenir un vrai petit garçon ?» s'écria Pinocchio. « Si tu étudies bien pendant toute l'année, et si tu perds tes mauvaises habitudes, je te promets que tu deviendras un vrai garçon. Donc, dès demain, au travail. » Imaginez l'arrivée de Pinocchio à l'école. Les autres enfants trouvèrent très amusant d'avoir un pantin dans la classe. Mais lorsqu'ils voulurent tirer son long nez, Pinocchio se défendit avec ses pieds et ses poings de bois et leur apprit à le respecter. Très vite, il s'en fit alors des amis. Cependant, Pinocchio était devenu le premier de la classe et les autres élèves étaient jaloux. Un jour, plusieurs d'entre eux arrêtèrent le pantin sur le chemin de l'école et lui racontèrent qu'un requin, gros comme une montagne, avait été aperçu près de la côte.
Pinocchio pensa que c'était peut-être celui qui avait avalé son pauvre père. « Nous allons tous faire l'école buissonnière pour le voir. Viens donc avec nous. » Le pantin leur proposa de s'y rendre après la classe. Mais tous se moquèrent de lui. « Le requin ne va pas t'attendre jusqu'à ce soir, dirent-ils. » Pinocchio se laissa entraîner, mais il comprit vite qu'on l'avait trompé. Il n'y avait pas l'ombre d'un requin. Pinocchio était furieux. Plus les autres se gaussaient de lui, plus sa colère montait. En un instant, une bataille éclata. Livres et cartables volèrent dans tous les sens. L'un des garçons reçut un gros volume en plein front et tomba. À cette vue, les autres filèrent, laissant Pinocchio seul avec son camarade inanimé. Pinocchio mouillait les tempes du blessé avec son mouchoir trempé dans l'eau de mer, lorsque 2 gendarmes apparurent avec leurs chiens. « Nous t'arrêtons, dirent-ils à Pinocchio. Confiant le blessé à un habitant d'une maison voisine, les gendarmes traînèrent le pantin jusqu'à la route. Pinocchio était terrorisé. Il tremblait, et sa langue lui collait au palais. Il ne pouvait pas parler, pas même pour expliquer que ce n'était pas lui qui avait jeté le livre. Mais juste au moment où il pensait mourir de frayeur, un coup de vent emporta son bonnet vers la mer. Les gendarmes lui permirent de courir après, et Pinocchio saisit cette occasion de s'échapper. Alors les gendarmes lâchèrent leur chien, une énorme bête appelée Brutus. Bientôt, Pinocchio l'entendit courir dans son dos. Comme il était tout près de la falaise, le pantin fit un effort désespéré. Il se jeta dans les vagues et nagea vers le large. Brutus freina de toutes ses forces, ses pattes s'enfoncèrent dans le sol, mais trop tard. Le chien, entraîné par son élan, plongea et sombra. Or, il ne savait pas nager. En remontant à la surface, les yeux révulsés de terreur, il aboya piteusement. « Pinocchio, sauve-moi, je me noie !» Le cœur de Pinocchio fondit. Il revint vite à la nage et ramena le chien sur le rivage, puis il plongea de nouveau et se remit à nager. « Merci Pinocchio, tu m'as sauvé la vie !» lui cria le chien. Le pantin longea la côte à la recherche d'un endroit sûr où aborder. Enfin, il aperçut un panache de fumée montant d'une grotte. Il s'en approcha à la nage pour l'inspecter. Mais au moment où il allait se hisser sur le rivage, il se sentit soudain soulevé au-dessus de l'eau. Il venait d'être pris dans un filet avec tout un banc de poissons frétillants. Au même instant, un immense pêcheur surgit de la grotte. Il était aussi horrible à voir qu'un monstre marin. Son corps était couvert d'écailles vertes. Il avait un paquet d'algues sur la tête, ses gros yeux verts luisaient méchamment et sa barbe était toute gluante. « Encore une belle prise !» s'exclama-t-il en relevant son filet. Il entra dans la grotte, où un énorme poêlon grésillait déjà sur un feu de bois. « Voyons ce que j'ai pris, dit-il. Oh, les beaux rougets, les belles sardines, les délicieuses soles. Mais qu'est-ce que cela? Un nouveau poisson? Je n'en ai jamais vu de pareil. » Il tira le pauvre Pinocchio du filet, tout dégoulinant et tremblant de peur. « Je ne suis pas un poisson, je suis un pantin. Laissez-moi partir. »« Tu veux rire? Crois-tu que je vais perdre ma chance de goûter un poisson aussi rare que toi? Je n'ai encore jamais pris de poisson pantin. » Il roula soigneusement Pinocchio dans la farine, le sala et le poivra, et le tint au-dessus de la poêle. Mais juste à cet instant, retentit un aboiement terrible. Notre histoire continue sur la seconde face de cette cassette.